Philippe Neymaud. Bonjour Philippe Neymaud. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau de Politique et Économie. Alors, Philippe Neymaud, vous êtes philosophe et non pas économiste, mais vous êtes l'auteur de livres très nombreux, une bibliographie dont je ne pourrais pas citer l'ensemble, mais je pense au livre La société de droit, selon Friedrich von Hayek, par exemple. Pourquoi ont-ils tué Jules Ferry? C'est un livre qui avait fait parler de lui à cette époque. C'était en 91, début des années 90. Le chaos pédagogique, mais l'histoire des idées politiques au temps moderne et contemporain. Qu'est-ce que l'Occident? Bonne question, excellente question. Et bien d'autres livres encore. Et là, vous nous faites une livraison intéressante qui s'appelle la philosophie de l'impôt. Alors, comment un philosophe est amené à parler des impôts? Eh bien, il est amené d'une façon qui va beaucoup plus en profondeur, et c'est le grand mérite de votre bouquin, et c'est tout l'intérêt que je lui ai trouvé. Parce que vous faites bien sûr l'historique de la fiscalité, singulièrement de la fiscalité française. Mais vous ne discutez pas des modalités pratiques des prélèvements obligatoires. Vous faites en quelque sorte l'état de leur légitimité, ou de leur illégitimité d'ailleurs. Et à un moment, vous dites ceci, c'est une phrase qui m'a beaucoup frappé. Les hommes de l'État, les hauts fonctionnaires, les politiques sont propriétaires virtuels de toute la richesse existante. C'est redoutable, ce que vous venez de dire là. C'est redoutable, parce que ça veut dire que nous sommes totalement entre les mains pour tout ce que nous allons créer comme richesse, et tout ce que nous avons créé comme richesse, entre les mains de ces hommes qui, de façon discrétionnaire, peuvent décider à peu près de tout. Non, mais si vous parlez de discrétionnaire, on songe à l'absolutisme, si vous voulez. Oui. Mais il y a eu quelques absolutistes, comme le roi Louis XIV lui-même, qui se croyait propriétaire éminent de tout le royaume. Mais disons que les régimes absolutistes, avant la Révolution française, ne se sont jamais comportés comme tels. Ils avaient la prétention d'intervenir partout, partout où ils voulaient, sans avoir de limite. Mais ils n'avaient pas l'intention de s'approprier ou de considérer comme leur toute la richesse qui existait dans le pays. D'ailleurs, je crois que vous le citez dans le livre. Le pourcentage, sous Louis XIV par exemple, pour la veille de la Révolution, des impôts, c'est quoi? 9% du PIB français de l'époque, si on peut faire une comparaison. C'est trop difficile à connaître ce chiffre, mais c'est plutôt moins. Plutôt moins que 9%. En fait. Un peu moins. Et puis ça arrive à 10 ou 12 un siècle plus tard, en 1900. Mais ce que je veux dire, c'est que la phrase que j'ai écrite et que vous citez, c'était pour exprimer la pensée des hommes de l'État qui perçoivent l'impôt, mais non pas dans la tradition administrative habituelle de la France, mais en fait parce qu'ils ont intériorisé entièrement le socialisme. Car c'est ça le socialisme. Ils ont une métaphysique socialiste, d'où disparaît toute idée de liberté individuelle ou de sphère individuelle autonome. Et de propriété. Mais bien sûr, mais c'est ça que je veux dire. Voilà. Si vous voulez, ils sont passés, je ne sais pas où ils ont été élevés. Moi, je vais vous le dire, à Sciences Po et à l'ENA. Oui, mais alors après, ils sont élevés dans le sérail lui-même. Oui. Et le sérail résonne pour parler savamment, avec un paradigme, holiste. Voilà. Les individus ne sont pas des gens qui se sont assemblés pour faire un contrat social, selon l'histoire qu'on nous raconte. Ce qui supposerait qu'ils existaient déjà avant ce contrat social, et qu'ils n'ont consenti à la collectivité que ce qui était nécessaire pour que la collectivité gère. Mais ils considèrent que tout est indivis. Voilà. Et ça se voit, on en reparlera le moment venu, mais ça se voit par une expression absolument terrifiante dont on pourrait rire s'il n'y avait pas lieu d'en pleurer, qui est l'expression dépense fiscale. Ils appellent une dépense fiscale le fait de ne pas percevoir certains impôts qu'ils pourraient percevoir. Ce qui revient, mais c'est donc de l'argent qui appartient aux gens. Bien sûr. Mais le fait d'appeler dépense fiscale, le fait de ne pas leur prendre, révèle que dans leur fort intérieur, ils considèrent que cet argent était à eux. Oui,
C'est invraisemblable. Alors nous allons. Et ils l'ont donné aux gens. Voilà, exactement. C'est ce qui est une dépense. Mais c'est le discours de Gérald Darmanin qui, il y a quelques mois, nous dit nous allons être indulgents, vous savez. Mais c'est à nous d'être indulgents, me semble-t-il. Oui, mais c'est toute la question de la démocratie. Est-ce que l'État est un instrument aux mains de la société civile, ou est-ce que c'est la société civile qui est opprimée par l'appareil d'État? Alors justement, nous allons essayer d'ordonner tout cela, parce que le livre est d'une grande richesse. Il est passionnant. Il évoque de très nombreux auteurs. On passe par Montesquieu, Thiers, Keynes, et bien d'autres encore. Jouvenel, par exemple, c'est intéressant. Et puis, donc vous faites la genèse finalement de la fiscalité, et il y a un moment où l'impôt moderne constitue pour vous une rupture. Grosso modo, c'est 45. Nous sommes d'accord? On va en parler. Ensuite, je crois qu'il faut aller sur les réponses que vous apportez à toutes ces doctrines de l'impôt, n'est-ce pas? Et ensuite, si vous voulez bien, les propositions que vous faites, les contre-propositions que vous faites, il y a notamment une proposition très, très intéressante sur la séparation des chambres. Une chambre, mais on en reparlera, une chambre s'occuperait des dépenses, et l'autre s'occuperait évidemment des recettes. Ouais. Bon. Mais c'est une idée tout à fait intéressante. Et surtout, dans cette dernière partie de votre livre, il y a quand même une dimension qui est, alors là, tout à fait nouvelle, me semble-t-il. C'est que vous montrez que l'excès de fiscalité, enfin la surfiscalité actuelle, provoque une rupture du lien social et une déshumanisation. Vous n'hésitez pas à employer ce terme, nous reviendrons là-dessus. Alors, pour la première partie, essayons de faire un petit peu la genèse de cette rupture qui est intervenue en 1945, n'est-ce pas? C'est bien ça? Enfin, elle s'accélère, elle passe au galop, si vous voulez, à partir de 1945, mais idéologiquement, elle est présente dès le début du siècle. Alors, est-ce que c'est l'impôt sur le revenu de Caillot? Oui, pas de Caillot, le malheureux. Enfin, le malheureux, oui. Oui et non, parce que Caillot, c'est assez intéressant de voir quand on lit les écrits de Caillot, ce qui m'est arrivé. Oui, mais il est assez anti... Qu'il n'est pas du tout socialiste, non, et qu'il veut un impôt progressif sur le revenu pour compenser une dégressivité de l'imposition par ailleurs, et puis il veut que ce soit sur le revenu plutôt que sur les impôts indirects. Enfin, il a des raisons techniques, si vous voulez. Mais il n'a pas du tout l'idée d'une spoliation générale au nom de la collectivité. Si vous voulez, si vous me demandez de retracer très rapidement la genèse, vous avez l'impôt d'Ancien Régime, qui d'ailleurs s'appelle impôt, une société hiérarchique, où on ne demande pas leur avis aux gens. Bon. Et puis, ça ne veut pas dire que les impôts étaient très forts, sauf qu'ils ont été très forts justement à certaines époques, sous les 14. Et surtout à la veille de la Révolution aussi. Absolument. Le déficit l'était encore plus d'ailleurs. Oui, on peut dire qu'il n'a pas été assez fort avant la Révolution, parce que ça leur a évité. Le déficit, d'où la convocation des États généraux. Voilà. En effet. Et en tout cas, la Révolution a lieu avec très largement des idées débattues pendant le siècle des Lumières. Oui. Et on passe à l'idée de contribution. Il ne va plus y avoir d'impôt avec l'idée d'unilatéralité que ça implique. Je vous impose quelque chose, mais... Vous contribuez. Les citoyens sont libres, ils s'unissent pour faire un contrat social. C'était une idée qui ne vient pas de Rousseau comme un vain peuple le croit, ou comme de 20 professeurs le font croire à leurs élèves, mais c'est une idée beaucoup plus ancienne qui remonte à la néoscolastique espagnole du XVIe siècle. Enfin bref, en tout cas... Il y a un très bon article sur la néoscolastique espagnole dans le dictionnaire de l'économie libérale. C'est un des meilleurs textes que j'ai trouvé qui est très méconnu, cette scolastique espagnole. Enfin, mais peu importe. Indépendamment de l'aspect des notions précises de contrat social, état de nature, passage à l'état social par un contrat, qui a été en effet explicité au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle surtout. On peut remonter à l'Antiquité. Oui. Enfin, c'est l'idée que s'il y a des hommes libres, ils ont quand même des besoins communs, et il faut bien qu'ils délèguent pour ça certains pouvoirs à certaines instances. Ouais. Mais en tout cas, cette idée est magnifiée à la Révolution, et il en résulte que sur le plan des impôts, l'impôt devient une contribution. Et les citoyens, donc, sont majeurs et vaccinés, ils savent très bien qu'ils doivent employer une partie de ce qu'ils gagnent à jouir de la vie, enfin, à satisfaire leurs besoins, mais il faut bien qu'ils admettent qu'ils doivent aussi en payer une part
pour que l'appareil d'État puisse fonctionner. Donc la contribution est volontaire, elle est consentie, et d'ailleurs elle est supposée ne pas exister si elle n'est pas consentie, hein, c'est ce qui figure dans la Déclaration des droits de l'homme, mais elle n'est consentie évidemment que si, en échange, il y a un service, c'est ça. L'État rend un service. Voilà, c'est ça la base du contrat. Et en gros, il faut que l'État rende deux types de services. Il faut qu'il assure l'ordre public, ce qui suppose ce qu'on appelle les pouvoirs régaliens, justice, police, armée, diplomatie, administration centrale. Et puis, par ailleurs, qu'il produise certains biens collectifs qui ne sont pas facilement productibles par le simple marché. Ou divisibles. Physiquement divisible. Oui, c'est ça. Faire un barrage dans une vallée, par exemple, c'est pour tout le monde ou pour personne. Ou l'éclairage public dans la rue. Voilà. Donc des infrastructures, en tout cas des biens publics supposés ne pas pouvoir être rendus spontanément par le marché ou ne pas être rendus adéquatement par le marché. Alors, donc c'est pour ça qu'il y a déjà deux types d'impôts. Un impôt pour payer ces pouvoirs régaliens et puis un impôt pour payer ces services. Mais dans les deux cas, ça implique qu'il y ait une justice dans cet échange, et la justice dans les échanges, c'est l'égalité. Voilà. C'est connu depuis Aristote, c'est la justice commutative. Alors peut-être que si je paye, je sais pas, la redevance télévision et radio, alors que je regarde jamais la télévision, mais bon, si j'écoute beaucoup la radio et si j'écoute beaucoup France Musique, par exemple, alors que beaucoup de gens n'écoutent pas, et ça va se compenser un peu. Mais enfin, il faut qu'en gros, j'en ai pour mon argent. Oui. Exactement. Or, le mot contribuable, aujourd'hui, n'existe plus, puisque nous ne contribuons pas. Et puis, nous n'avons pas le retour, il n'y a pas d'égalité. Non, mais ce qui est grave, c'est que cette vision qui est apportée par les révolutionnaires et par la démocratie libérale moderne, d'ailleurs dans tous les pays d'Europe occidentale et d'Amérique, hein, ça suppose que les citoyens puissent contrôler l'État, puisque la Déclaration des droits de l'homme dit que le citoyen doit pouvoir contrôler l'emploi des impôts, leur quotité, leur recouvrement. Enfin, donc ça suppose que soit le citoyen contrôle directement l'État, soit qu'il le contrôle par l'intermédiaire de ses représentants. Et il y a un phénomène sociologique absolument affreux qui est le suivant, qui est que les gens qui devraient nous défendre contre l'État en protégeant nos propriétés et en empêchant l'État d'en prendre trop, eux-mêmes vivent de cela, puisqu'on a une classe politique qui est professionnalisée et qui, en plus, est composée de gens rivaux pour avoir ces places, et ils croient qu'ils n'auront les voix des électeurs que s'ils leur donnent des prestations à leurs frais. Supplémentaires. Hein. Oui, bien sûr. Aux frais des électeurs. Ce qui fait qu'en fait, personne ne défend le contribuable au sein de l'appareil d'État. Vous avez les fonctionnaires qui en vivent. Vous avez toute une série de gens qui vivent d'argent public, qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui vivent indirectement d'argent public, et vous avez la classe politique qui elle-même vit d'argent public. Donc vous avez peu à peu une structure d'oppression qui s'est mise en place. Ça s'appelle l'oppression. Moi je suis historien des idées politiques, donc je connais bien tyrannie, despotisme. Alors généralement on en parle avec condescendance, parce que c'est des pays lointains ou anciens, c'est la Chine, le sultan turc, mais il peut très bien se faire que nous soyons opprimés en France même en 2018. Nous sommes dans un régime oppressif. C'est ce que démontre totalement votre livre. Oui. Et la main qui prend, hein, vous le dites à un moment, domine absolument tout notre système. Oui, c'est une expression d'un philosophe allemand qui s'appelle Peter Sloterdijk. Il paraît que c'est pas comme ça qu'il faut prononcer. Mais... Peu importe. Moi, je le prononce comme ça se lit pour les Français qui sont intéressés. C'est un livre remarquable qui s'appelle Repenser l'impôt, qui est sorti en livre de poche. Ah oui, c'est remarquable. Et à certains égards, il est plus radical que moi encore. En tout cas, il désigne l'État fiscal comme la main qui prend. Voilà. Et il veut dire par là que précisément par rapport à l'Ancien Régime, et alors qu'on croyait qu'il y avait eu un retournement, l'Ancien Régime, c'était la main qui prenait unilatéralement. Et on était passé à une ère démocratique où ça se discute. Où il y avait une contrepartie. Voilà. Eh bien, en réalité, l'État est redevenu la main qui prend, avec une totale dissymétrie entre le contribuable et le... Et ce que vous montrez très bien, c'est qu'il y a, dans le système fiscal tel qu'il est aujourd'hui, une régression. Une véritable régression sociale qui peut nous rapprocher même de certaines formes tribales.
Vous le dites à un moment, enfin, en citant Sloterdijk, mais c'est quand même très inquiétant, cette régression. Nous allons, si vous voulez bien, en parler dans la deuxième partie, car nous n'avons pas épuisé évidemment tout l'historique de la constitution des impôts, mais nous avons bien compris qu'il s'était produit une rupture décisive, et cette rupture, il faudra y revenir aussi, à partir de 1945. Alors Philippe Nemo, philosophie de l'impôt. Vous dites l'impôt moderne est une rupture que vous datez de 1945, il n'est pas très difficile de l'envisager en effet, parce qu'à ce moment-là, le contrat est rompu finalement, puisqu'il n'y a plus de contrepartie à ce que vous payez à l'État, puisque l'État peut vous prendre par la progressivité ou par d'autres moyens, de plus en plus sous le but moral tout à fait respecté et adoré par tous, de l'égalisation des chances, des conditions, enfin quand même peut-être pas des conditions, mais en tout cas sous le prétexte de l'égalité et de la redistribution. Oui, alors si vous voulez, dans cette affaire, il y a deux aspects. Il y a un aspect quantitatif et d'ailleurs aussi chronologique, tout à fait angoissant, plus angoissant ou autant que le réchauffement de la planète, si vous voulez, c'est que non, mais le réchauffement de la planète, c'est peut-être aussi un problème. Donc, et c'est peut-être une occasion fiscale d'ailleurs. Oui, ça c'est vrai. C'est peut-être, enfin bref, mais en tout cas c'est un autre sujet. Et ce que je veux dire, c'est que vous avez, moi, ce qui m'a frappé en essayant de faire cette philosophie de l'impôt, parce que je voyais bien que toutes les réflexions actuelles sur l'impôt sont des réflexions techniques de juristes ou de fiscalistes, d'économistes aussi, qui disent que si on augmente tel impôt ou si on baisse tel impôt, il y aura telle ou telle conséquence économique, et que personne, en fait, ne pose le problème des principes de l'impôt. Qu'est-ce qui justifie l'impôt humainement et politiquement et en toute justice et en toute efficacité et je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreux débats à ce sujet au XIXe siècle, enfin, tout le long de l'histoire des idées, hein, mais spécialement vers la fin du XIXe siècle, avec la revendication qui commençait à exister, enfin qui avait existé déjà depuis la Révolution de 1848, de faire un impôt progressif sur le revenu. Et vous aviez des gens très intelligents qui disaient, qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Il y avait un véritable débat. Oui. Alors que à l'époque moderne, moi qui suis philosophe, par exemple, j'ai jamais eu aucun cours dans toutes mes études de philosophie sur la question de l'impôt. Alors que nos professeurs prétendaient faire des cours de philosophie politique. Mais la question de l'impôt n'était jamais posée. Et de manière générale, alors après, comme moi je m'intéresse à cette question, je regarde un petit peu et je vois qu'il y a très très peu de publications sur la question. Il y en a quelques-unes que je cite, Pascal Salin et quelques autres, mais très très peu, alors que le sujet est si important. Et c'est donc c'est une bizarrerie, si vous voulez, parce que c'est une sorte de refoulement. C'est ça. Dans l'inconscient collectif, refoulé. C'est mal vu de remettre en question. Oui, parce que c'est une doxa. Oui, c'est une religion. C'est une religion. Morale. Et donc, le simple fait de la questionner vous fait soupçonner d'hérésie. Et c'est en ce sens que vous êtes iconoclaste. Oui, je suis, comme monsieur Jourdain fait de la prose, sans le savoir et sans le vouloir. Non, mais je le suis parce que j'ai la modeste ambition de chercher un peu à comprendre les choses. Mais simplement, donc, si vous voulez, il y a zéro débat sur les fondements de l'impôt, alors qu'il y a eu un quintuplement de l'impôt. En moins d'un siècle. Vous citez les chiffres. Et donc voilà les chiffres. Nous sommes à 25% du PIB en 1930, nous sommes à 34% du PIB en 65, 42% en 84, et en 2013, nous sommes à 57,53%. De dépenses publiques, oui. De dépenses publiques, oui. Mais on était à 10% au début du siècle. Voilà. Ce qui fait en fait un quintuplement et un passage. Alors 10% par rapport à 100, c'est quelque chose, mais c'est 10%. Oui. Et donc ça veut dire que 90% de ce que vous gagnez reste à votre disposition. C'est vous qui le dépensez comme vous l'entendez, avec les projets que vous voulez faire, les gens que vous voulez favoriser, etc. Et subitement, il n'y a plus que la moitié. Vous n'avez plus que la moitié. Oui. Et tout le reste, alors vous avez des choses en principe en contrepartie. Par exemple,
On trouve normal que l'école soit gratuite, que la santé soit gratuite, bientôt que les logements soient gratuits, ou que les transports urbains soient gratuits. Oui, mais c'est l'extension infinie du domaine de la gratuité. Oui, mais qui veut dire l'extension infinie du domaine de l'impôt. Oui. Oui. Et si vous voulez, du coup, moi, ce qui me frappe, pour ne pas dire que ça me bouleversifie, c'est qu'un tel changement, alors qu'il soit bien ou mal, vous pensez bien que je ne pense pas que c'est un bien, mais même si on pense que c'est un bien, c'est un phénomène tellement incroyable en lui-même, c'est un quintuplement de l'impôt en 50 ans, en 60 ans, parce que je dis un siècle, mais c'est une période un peu plus courte. C'est donc un véritable changement de système social. C'est un changement sociétal, pour parler comme on dit aujourd'hui. Non, mais le mot est assez justifié dans l'occurrence. Oui, parce que ça ne renvoie pas. Et par conséquent, ça devrait susciter des centaines de livres de réflexion. Songez au réchauffement climatique, il y a des livres qui paraissent sur la question. Littérature très abondante. 3 ou 4 toutes les semaines. Là, il y a Sloterdijk, il y a Philippe Nemo. Et puis c'est à peu près tout, sur la philosophie générale. Oui. Parce que, je le répète pour nos téléspectateurs, votre livre prend une dimension anthropologique. Vous vous interrogez sur René Girard et le désir mimétique. Vous vous interrogez sur la rupture du lien social. Vous vous interrogez, et vous nous interrogez, vous nous interpellez sur le caractère régressif du résultat. Mais justement, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette augmentation incroyable des prélèvements obligatoires, aboutissant à un véritable changement de société. D'ailleurs, qui dit changement de société dit aussi effet à court terme, à moyen terme et à long terme. Il y a un changement de société déjà accompli, si vous voulez, mais dont on va peut-être se rendre compte plus tard. Des effets. Des effets nécrosants. Car si vous voulez, nous vivons dans des sociétés occidentales très, très riches et très, très inventives et qui ont inventé la science et la technologie, parce que ces démocraties occidentales ont été, pendant 200 ans ou 250 ans, depuis le début de ce qu'on appelle la révolution industrielle, ont été libérales, et avec des prélèvements obligatoires à moins de 10%. Donc c'est ça qui a rendu possible l'existence de millions d'initiatives, d'inventions, avec des gens qui n'avaient pas besoin de demander l'autorisation à un ministre. Oui, parce qu'à un moment, vous dites une chose très juste. Vous dites ceci. L'impôt ne nous confisque pas seulement à l'aval d'une partie des richesses que nous avons créées ou que les hommes créent, mais à l'amont, il interdit d'en créer parce qu'il empêche le secret à cause de la connaissance que le fisc doit avoir de nos revenus. Et puis il mutile l'être. Mais avant qu'on en vienne là, je vais juste compléter ce qu'on disait précédemment. Oui. C'est que comment est-il possible que ce changement de société ait eu lieu sans débat ni conscience? C'est que probablement ça correspondait à une enfin, c'est que ça n'a pas choqué, si vous voulez. Donc, si ça n'a pas choqué, c'est qu'on avait déjà en tête certaines structures mentales qui faisaient bon accueil à cela. Et puis, en plus, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de résistance. Hein. Dieu sait qu'il y a eu des guerres civiles dans l'histoire, des révoltes de l'impôt. Déjà Ancien régime. Mais même récemment, avec les petits commerçants qui se sont révoltés. Oui. Le Poujadisme. Ensuite. Mais, si vous voulez, ça a pu avoir lieu grâce. Et puis, on pourrait supposer aussi que les hommes politiques, qui ne sont pas tous des crapules, ou les hauts fonctionnaires, qui ne sont pas tous des fous, auraient pu aussi résister. Mais simplement. A prévalu, enfin, le socialisme a gagné. Voilà. Mais et simplement, du coup, là, on a pu augmenter l'impôt parce que il n'a plus servi à rendre des services. Si l'impôt rend les services qu'on a dit tout à l'heure, fonctions régaliennes, et puis routes et infrastructures, bon, ça a un certain coût. Alors, on peut imaginer que ce coût augmente un peu. Oui. Mais de là à quintupler, bon. C'est possible. Et c'est donc, en fait, l'impôt ne sert plus à ça. Non. Il sert à réduire les inégalités, comme on dit. Autrement dit, il devient un outil de redistribution. Et du coup, pour le citoyen, l'impôt qu'il donne n'est pas le paiement... l'impôt qu'il paye n'est pas le paiement d'un service qu'il reçoit, mais c'est le fait de verser au pot commun, de donner sans contrepartie. C'est un impôt sans contrepartie. Sans contrepartie. Et qui dit impôt sans contrepartie dit du coup qu'il n'y a plus de limite. Parce que si c'est un impôt qui paye un service, ce service ayant un coût, l'impôt lui-même a une limite. Et une fois que le coût est payé, il est payé. Logiquement, oui. Alors que si
l'impôt a pour fonction de faire qu'il y ait personne qui soit plus riche que quelqu'un d'autre, l'impôt n'a d'autre limite que la pauvreté générale. Et c'est peut-être ce qui va se passer. Si c'est sa seule limite. Oui. Parce que, enfin, chaque quinquennat fait augmenter les impôts, alors même que le candidat nous annonce qu'il va les réduire. Oui. Ils annoncent de moins en moins. D'ailleurs, d'une manière générale, le discours politique français est absolument incroyable, parce que nous sommes tous les deux assez âgés pour avoir connu d'autres périodes. Il fut une période où le discours politique glorifiait encore la liberté, voulait défendre le monde libre. Quel homme politique parle de liberté aujourd'hui en France ? Non, c'est fini. Très peu ou aucun ? C'est fini, aucun. Ils n'aiment pas la liberté. Donc s'ils n'aiment pas la liberté, c'est normal qu'ils n'annoncent pas qu'ils vont réduire les impôts. Vous voulez nous réveiller les Français du long sommeil du dogmatisme fiscal. Oui. Et vous avez dit tout à l'heure que l'acceptation avait correspondu à des structures mentales qui remontent à très loin. Parce qu'en effet, on s'aperçoit que toutes les familles politiques et philosophiques se rallient à cette idée. C'est très curieux. Oui, mais si vous voulez, ici il rallie parce qu'il croit qu'elle est juste et qu'elle est efficace et que du coup l'État-providence permet de faire des crèches, des hôpitaux, ce qu'on n'a pas au Zimbabwe, par exemple. De fait. Alors on est très content de ça, on a un modèle social français. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que on détruit l'avenir. Et là, je voudrais y revenir un instant, si vous voulez. C'est que si on admet, c'est une idée que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de soutenir, si on admet que ce que je suis a un rapport quelconque avec ce que j'ai, sans réduire l'être à l'avoir. Non, bien sûr, bien sûr. Mais simplement, si j'ai un bateau, je suis marin. Si j'ai un cheval, je suis cavalier. Si j'ai un champ, je suis agriculteur. Si j'ai des actions en bourse, je suis capitaliste. Il y a un lien entre ce que j'ai et ce que je suis. Et d'ailleurs, je ne peux être que ce qu'en faisant certaines choses avec ce que j'ai. Voilà. Bien. Donc, si on me prend la moitié de ce que j'ai, on me prend la moitié de ce que je peux être. C'est-à-dire autrement dit, on me diminue ontologiquement, on me mutile ontologiquement. Oui, c'est une mutilation. Et si vous voulez, il y a une chose qu'il faut que les gens comprennent, c'est que l'homme n'est pas simplement son corps. Ce serait horrible de dire ça. D'ailleurs, personne ne le dirait tel quel. On admettra qu'il est corps et esprit, si vous voulez. Mais on pense que l'esprit tient dans un corps et que aussi longtemps qu'on ne touche pas à votre corps, eh bien, on ne touche pas à votre être. Voilà. Alors que donc le fait que par exemple un système pénal pratique des mutilations, comme c'était le cas jadis, vous savez, les Anglais avaient la fâcheuse idée de d'essoriller les gens qui leur plaisaient pas. Bon, ça c'est une chose horrible. Donc on a pas de ça en France aujourd'hui. Non. On mutile pas les délinquants ni les ennemis du peuple et autres capitalistes qu'on peut. Mais il y a une mutilation matérielle. Mais on leur prend la moitié de ce qu'ils ont. Et donc, on leur interdit de faire avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils auraient eu, on leur interdit de faire tout ce qu'ils auraient pu faire. Oui. Autrement dit, on retire, parce que ce que l'on est, c'est tout ce que l'on fait avec ce que l'on a. Je répète ce que je dis. Et donc, si on vous l'enlève, vous ne pouvez plus être tout ce que vous pouvez être. Donc, vous êtes mutilé ontologiquement, votre être est diminué. Et ce que je crois, c'est que c'est ça la vraie conséquence sociétale profonde de cet extraordinaire quintuplement des impôts, c'est qu'on a des êtres humains qui sont moins que ce qu'ils étaient au XIXe siècle. Oui. C'est difficile de dire ça. Mais je vois bien ce que vous voulez dire. Et c'est probablement ce qui expliquerait le ralentissement de notre capacité à innover, à inventer, à entreprendre, à développer les initiatives, etc. Absolument. Etc. D'autant que cette tendance, on en reparlera peut-être ensuite, mais cette tendance de l'État à augmenter sans cesse les impôts, c'est une tendance irrémissible parce que d'une part l'État a toujours besoin de plus d'argent parce que comme il paralyse tout ce qu'il englobe, eh bien il le stérilise et du coup il a besoin de ressources supplémentaires.
Et plus il prend des ressources, plus il affaiblit le corps social. Mais en même temps, pour lui, c'est facile de prendre des ressources parce qu'il suffit de faire un décret. C'est unilatéral. Alors qu'un quelqu'un dans un libre marché qui veut gagner plus d'argent, à qui il manque de l'argent, il sait qu'il faut qu'il offre quelque chose en échange. Donc il faut qu'il travaille, qu'il invente. Bon, alors que l'État, il suffit moi je vois ça dans les collectivités locales, c'est absolument incroyable. D'année en année, on augmente de 5%, 6%, 7%. Je ne sais pas qui l'a décidé, le maire probablement. Donc l'État le fait. Mais malgré tout, il y a une certaine résistance, parce que quand le contribuable voit explicitement qu'on a augmenté ses impôts locaux de 7%, alors que l'inflation est de 1 ou 2, il peut se poser des questions. Donc, résistance à l'augmentation des impôts. Puis résistance aussi à la création d'un impôt nouveau. Vous voyez les bonnets rouges et les par exemple. Alors, le système comme il est, si vous voulez, surpuissant, il y a une disproportion. Enfin, le citoyen qui n'est pas défendu par ses députés... Non. est absolument opprimé par cet énorme appareil. Et cet énorme appareil a quand même peur des colères qui pourraient monter. Oui. Alors, il emploie des ruses épouvantables. C'est-à-dire qu'il augmente des taxes... toutes petites taxes multipliées. Voilà, des petites taxes qui touchent des petites catégories de professionnels, mais aucun de ces professionnels ne sait que les autres taxes sont augmentées au même temps. Donc, il n'y a pas de réponse globale. Et surtout... il augmente l'assiette. Oui. Alors, si vous prenez 5% d'impôt sur 100, ça vous donne une somme, mais si vous prenez sur 150, c'est comme si vous aviez augmenté le taux. Et du coup, ça veut dire concrètement que l'État contrôle de plus en plus de sport de la vie sociale. Par exemple, les malheureux petits chanteurs à la Croix de Bois, je dis ça, j'ai pas du tout étudié le dossier, donc peut-être que je me trompe, mais enfin, j'ai entendu dire dans la presse que on a dit que les patrons de petits chanteurs à la Croix de Bois devaient payer des charges sociales parce que c'est un spectacle et que donc ils font payer des billets d'entrée. Absolument. Je vous confirme, j'ai une petite fille qui avait 7 ans, qui a joué dans un spectacle du Puy du Fou. Oui. Eh bien, elle a reçu une feuille de paye. À 7 ans, à l'âge de 7 ans. Oui, une feuille de paye avec des petits prélèvements obligatoires et tout. Évidemment. Alors, si vous voulez, autrement dit, il y avait dans une société vivante, il y avait toutes sortes de solidarité locale, de gens qui se donnent des coups de main. Oui, bien sûr. Moi, quand j'étais jeune, j'allais dans les fermes, et puis chacun allait faire le battage chez l'autre. Bien sûr, et c'était évidemment, il y avait zéro salaire et zéro, mais ça faisait partie de la vie sociale. Et puis ça créait de fortes solidarités. Et tout ceci devient contrôlé parce que l'État veut en avoir sa part. Voilà. Il considère qu'une part de toute activité doit lui revenir parce que, encore une fois, il a le paradigme socialiste que tout lui appartient. Voilà. Et que les citoyens libres ne doivent en avoir que ce qu'il veut bien leur rétrocéder, en quelque sorte. Et du coup, ça se traduit, je pense, par une terrible nécrose de la société, parce que si quelqu'un ne peut plus demander un service à son voisin, de l'aider à réparer son toit, sans faire toutes ces formalités, qui sont en plus dévoreuses de temps, eh bien, il va laisser son toit crever. Enfin, je veux dire, il y a plein d'activités qui auraient pu avoir lieu et qui n'ont pas lieu par terreur de voir l'État y mettre son pied dans le coin de la porte, si vous voulez. Et ça va provoquer un individualisme forcené, un enfermement sur soi-même, l'absence de lien social, d'empathie sociale, puisqu'on est à la merci de quelques taxes ou de quelques contrôles. Les étrangers qui viennent en France sont frappés par ce genre de choses. Par exemple, au moment des fêtes, au moment des événements même nationaux, même des fêtes civiles, ils s'étonnent qu'on ne sorte pas dans la rue pour aller chez son voisin, partager des choses. Ils ont beaucoup de mal à... Mais parce que pour ça, il faudrait préparer, il faudrait faire un tréteau, il faudrait peut-être demander à un plombier de venir faire je sais pas quoi, arranger tel robinet. Et les gens craignent qu'on leur reproche de l'avoir fait de façon informelle. L'informel est poursuivi, en quelque sorte. Et du coup, l'informel est poursuivi, et du coup, l'informel ne se fait plus. Voilà. Eh bien, nous allons faire une pause, et nous allons continuer d'explorer ces arcanes très complexes, mais passionnantes.
Alors, Philippe Nemo, pour ramasser autant d'argent, si je puis dire, il faut que l'État ait une connaissance de la chose. Et donc, évidemment, la transparence. Oui, c'était d'ailleurs un des arguments sous la Révolution, contre l'impôt direct et en faveur de l'impôt indirect. De l'impôt indirect, et à d'autres époques aussi, c'est que si... Non, c'était un argument en faveur de l'impôt de quotité, contre l'impôt de quotité, par rapport à l'impôt de répartition. De répartition, voilà. Parce que l'impôt de répartition, il a un montant connu et on se le répartit. Voilà. Alors que l'impôt de quotité... déterminé par le revenu. Qu'il faut donc connaître. Voilà. Et donc, qui dit impôt de quotité, dit inquisition fiscale. Voilà. Mais d'autre part, si on veut prendre l'impôt non pas seulement pour payer des services que rend l'État et qui ont un coût fixe, enfin qui ont un coût fini, et donc qu'on peut finir de payer, mais qu'on veut prendre toujours plus parce qu'on prétend qu'on a droit à une part de tout ce que les gens gagnent, puisque ce qu'ils gagnent n'est pas à eux, mais enfin, c'est une propriété collective. Donc on veut une part de tout ce qu'ils gagnent, il faut savoir tout ce qu'ils gagnent. C'est pour ça que quand il y avait l'impôt sur la fortune, c'est pareil encore pour l'IFI, il fallait mettre les petites cuillères, parce que et vous étiez passif de prison si vous mettiez pas vos petites cuillères. Hein. Parce que comme l'État en prend une part, il veut savoir tout ce qu'il y a. Alors qui dit inquisition fiscale dit Big Brother. J'allais le dire, c'est Big Brother. C'est exactement ça, c'est le Big Brother d'Orwell. Il y a une caméra dans tous les appartements. Il doit tout savoir. Mais du coup, les gens se savent regarder par la caméra. Oui. Et donc, il y a un danger extrême de cette société de transparence. L'expression est employée par un autre philosophe tout à fait remarquable, allemand lui aussi, mais d'origine coréenne, qui s'appelle Byung-Chul Han. Qui a écrit un livre qui s'appelle La société de transparence, dans lequel il montre que si la société est transparente, à ce moment-là, les vies individuelles ne peuvent plus éclore. Et par conséquent, il en résulte un très grave déficit pour l'intérêt général, parce que l'intérêt général, il consiste en ce que, puisque la vie humaine est créatrice, en ce que des vies humaines créatrices, mais libres de créer, créent des richesses nouvelles, des connaissances nouvelles, qui ensuite sont communiquées au reste de la société. Donc la société est d'autant plus riche que les individus sont plus différenciés, en quelque sorte. Plus différenciés et plus secrets. Mais alors, pour qu'ils soient différenciés, en effet, il faut qu'ils soient secrets, car toutes les grandes inventions, elles se préparent avec du temps, voire des années. Mais si on sait que l'on est regardé par tout le monde à tout moment, on n'a plus aucun intérêt à préparer quoi que ce soit pour l'avenir. Et donc, cela tue l'être de chacun de la même manière que ce qu'on disait tout à l'heure. Et évidemment, ici, l'informatique joue un rôle essentiel, puisque n'importe quel fonctionnaire peut savoir à tout moment quelle opération vous avez fait sur votre compte en banque. Il n'a même plus besoin d'une décision de justice ou d'une enquête. Et à partir de ce moment-là, comment voulez-vous que les gens fassent des opérations si ils sont susceptibles d'être interrogés sur ces opérations et sur leurs projets. Si vous voulez, pour que les gens fassent des projets, il faut qu'ils aient une idée, il faut qu'ils la mûrissent, il faut qu'ils sachent avec qui ils vont le faire. Ils vont le faire avec certains, mais pas avec d'autres. Donc, il faut que les autres soient pas au courant. Et donc, si vous voulez, on a toute cette période où l'Occident a été extrêmement productif, est une période où la vie privée était très bien protégée. N'oubliez pas qu'au siècle dernier, le simple fait que des cabinets noirs puissent ouvrir des lettres avec de la vapeur d'eau était perçu comme un crime abominable et qui n'était justifié que précisément contre les plus grands criminels, les Landru et compagnie. Mais aujourd'hui, pas du tout. On peut savoir tout de vous avec les caméras qui sont dans les rues, tout ça au nom de la sécurité. Mais tout ça parce que l'État. Alors, on incrimine à juste titre les GAFA, vous savez, les grandes sociétés informatiques, mais elles n'ont pas. Elles sont en effet redoutables, mais elles n'ont pas de force coercitive jusqu'à présent. Mais si les États disposent de la même capacité d'intrusion dans toutes les vies, avec la force coercitive, écoutez, la Gestapo l'avait rêvé, l'informatique le fait. Voilà, exactement. Et du coup, comme cette intrusion est destinée à prendre une part de toute richesse qui naît
Et avec une espèce de panique en plus, parce que moi j'ai lu aussi un livre d'un haut fonctionnaire qui raconte cette période où il y a eu que des déficits en France, M. Gouifès. Ah oui, vous citez le livre. Voilà. Oui. Et il est absolument fasciné, c'est un honnête homme, et il est absolument fasciné par le fait que personne ne peut arrêter le processus. Ouais. Parce qu'il en a parlé avec beaucoup d'hommes politiques qui auraient dit, enfin oui, c'est vrai, c'est pas normal. Qui sont conscients. Qui en sont conscients, mais ils ne peuvent pas l'arrêter parce que les coûts politiques ou pour leur propre carrière sont plus grands que les avantages qui sont futurs et diffus. Alors du coup, vous avez cette espèce de hargne, ou même de folie, j'emploie le terme de folie, de folie confiscatrice de l'État. Et si ça se traduit par l'intrusion dans toutes les vies, vous avez un risque majeur de stérilisation de la société. Et j'ajouterais, en vous lisant toujours, qu'à partir de ce moment-là, l'État et la société sont ennemis. Oui. Ce qui est très mauvais. Mais bien sûr. Pour l'équilibre social et qui provoque ce que vous appelez une société de défiance. Oui. Nous sommes dans une société de défiance, puisque on peut à tout instant être observé. Oui, et puis tout socialisme est une société de défiance. Parce que une société de liberté est une société de confiance où chacun a confiance dans les règles qui s'imposent à tout le monde, et à partir de ce moment-là, on fait des affaires avec qui on veut et on n'en fait pas avec qui on veut pas. Mais on a une confiance on croit que les gens vont respecter les règles juridiques et morales. Mais dans une société de spoliation, la question est de savoir qui va prendre la plus grande part du gâteau. Ouais. Et les Français, ça a été aussi décrit par les livres de Cahuc et un auteur, un économiste qui s'appelle Cahuc, mais il y a un co-auteur. Je vois les deux. La société de défiance. Oui, la société de défiance. Je vois le binôme. Oui, il y a Cahuc et l'autre, en effet. Voilà, le pauvre, on oublie son nom. Oui. Et on voit bien que ce sont les gros bras, les plus gros bras, ceux qui peuvent bloquer les routes, ceux qui peuvent arrêter les trains, ceux qui peuvent bloquer le pays, qui vont attirer à eux la plus grande part d'argent public. Alors que des gens qui seraient dans le besoin de cet argent public, n'ayant pas la même force, ne vont pas avoir la même part, et du coup tout le monde se méfie de tout le monde. Voilà. Et consécutivement, ça amène à définir qui est l'exploiteur, qui est l'exploité. Oui. Or, vous dites que l'analyse marxiste aujourd'hui est complètement dépassée, bien sûr, sur l'exploitation capitaliste, et que le véritable exploité, bien, c'est la classe moyenne. Oui. Ça, c'est une idée très bien développée par ce philosophe allemand dont on parlait tout à l'heure, Peter Sloterdijk, qui dit que lui, dans sa jeunesse, parce qu'en plus il est social-démocrate et il a une espèce de tendance, enfin il prétend l'être toujours, alors que avec ce qu'il écrit, il a appris dans sa jeunesse que l'exploiteur c'était le capitaliste, évidemment, et le prolétaire était exploité. Et là, il observe que comme 70% de l'impôt sur le revenu en Allemagne est payé, mettons, par 10% de la population. C'est à peu près ça, mais c'est à peu près la même chose en France. Ça veut dire que les exploiteurs, c'est la masse qui exploite une poignée de capitalistes qui sont sans défense en plus, parce qu'ils n'ont aucune voix, ils ne sont pas défendus par des intellectuels sur les plateaux de télévision. Ah oui, ça sûrement pas. Et ils ne sont pas défendus non plus par la classe politique. Donc, mais si vous voulez, ça il faut que les téléspectateurs lisent ce livre merveilleux de Peter Sloterdijk, en plus c'est très bien traduit, enfin c'est très clair. Alors, Repenser l'impôt. Repenser l'impôt, voilà. Il est paru chez... Mais je me souviens plus. Je vais en donner la référence à nos auditeurs. Bien, parce que, mais... Repenser l'impôt pour une éthique du don démocratique, intéressant. Oui. On sent peut-être ses origines social-démocrates. Paris, Libella Marraine, celle-là, 2012. Oui, c'est relativement récent. Oui, parce qu'il ne veut pas diminuer les prestations sociales, mais il veut qu'elles soient données et non pas confisquées aux gens. Ah oui. Voilà, donc le réalisme de cette solution pourra paraître problématique. Mais en tout cas, moi, ce que je pense vraiment, c'est qu'il y a une exploitation des gens qui vivent d'argent public, enfin une exploitation de la société civile par les gens qui vivent d'argent public. Ah. Et c'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure, c'est à la fois les fonctionnaires, les malheureux d'ailleurs, ils le sont innocemment d'une façon, parce qu'eux-mêmes ne sont pas forcément très bien traités. Mais enfin, ils ont bien compris que leur job pourrait être maintenu et transmis à leurs cousins et à leurs petits-neveux, que si les prélèvements obligatoires ne diminuent pas. Continue, voilà, bien sûr. Et puis, vous avez surtout, mais eux, en plus de ça, en tant que fonctionnaires, ils ne sont pas censés faire la politique du pays. Non. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que ce sont les hommes politiques élus qui ne prennent pas la défense des contribuables. Oui.
Et manifestement parce que c'est leur mode de vie. Ils en vivent. C'est ce qui était un peu triste dans l'histoire de Fillon. Vous savez, qui est arrivé à Fillon, c'était pas un grand coupable, mais quand même, il prenait l'habitude d'un certain niveau de vie par des moyens légaux. Oui, c'est le paradoxe. Un peu contestable. Contestable, tout à fait, mais légaux. Mais c'est toute la différence que vous faites à un moment dans le livre entre le prédateur illégal et le prédateur légal, finalement. Oui, mais alors, c'est là que ça nous amène à cette théorie du bouc émissaire. Ce qui est affreux dans l'impôt moderne, c'est que c'est un vol, cet impôt sans contrepartie. Oui, c'est un vol en bande organisée, dites-vous. C'est un vol en bande organisée, au sens strict du terme. Oui. Si les mots ont un sens. Oui. Puisque c'est un impôt sans contrepartie, ça s'appelle un vol. Oui. À moins de supposer que la personne donne volontairement par charité, mais à ce moment-là qu'il le donne, au lieu qu'il en soit violemment privé par la contrainte. Et du coup, j'ai perdu mon idée. Alors, Girard. Oui. Tous ces gens qui volent ne se perçoivent pas eux-mêmes comme des affreux voleurs. Non. Ils ont des théories, alors c'est le rôle de l'idéologie, au nom desquelles la fortune de Madame Bettencourt est absolument scandaleuse, et donc si on lui prend, elle n'a que ce qu'elle mérite. Oui, mais vous dites à un moment que les mêmes ne s'étonnent pas d'avoir des produits Bettencourt, enfin des produits L'Oréal, à bon marché. Ah ben ça a été admirablement expliqué par Hayek. Voilà. C'est le double paradoxe de la société de marché, c'est que dans une société de liberté, vous avez des gens qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils prennent des bonnes initiatives au bon moment, et d'autres qui en gagnent moins parce qu'ils prennent moins d'initiatives à un moins bon moment. Et donc, ça crée des inégalités, bien que ça n'en crée pas forcément plus que dans les sociétés du passé. Oui, bien sûr. Mais du coup, vous avez des gens qui deviennent riches et d'autres en face qui ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas plus de mérite, qu'ils n'ont pas travaillé plus, et subitement ils sont plein d'argent. Et donc on croit qu'ils auraient fait le même métier, même si ça avait été rémunéré moins cher. Par exemple, un chirurgien, en supposant une médecine libérale, qui se fait payer très cher une opération, on dit bon, très bien, il a fait beaucoup d'études, mais enfin quand même, s'il avait eu 4 fois moins, il l'aurait quand même fait, et il aurait été bien payé. Donc on a l'impression qu'il perçoit un plus, et il perçoit un plus de ce qu'il aurait dû percevoir. Oui. Et ceci à cause de la complexité du marché. Mais ce n'est que l'autre volet d'un même phénomène, l'autre phase d'un même phénomène, qui est que, grâce au libre-échange et au libre marché, des gens trouvent sur le marché des marchandises, et notamment des marchandises de première nécessité, nourriture ou vêtements, etc., à un prix bien inférieur au prix auquel ils auraient dû les payer s'ils avaient été vendus à ce prix-là. Voilà. Donc, ils ont un supplément de richesse par le bas prix. Ils l'ont aussi, ce supplément de richesse. Voilà, et qui tout aussi injustifié. Enfin, tout aussi inexplicable, parce qu'ils n'ont pas plus de mérite. Si vous voulez, jadis, on plaisantait en disant que les malheureux qui étaient en prison, on leur apporterait des oranges. Bon. Alors, parce qu'il fut un temps où l'orange était un produit de luxe. Un cadeau de Noël. Voilà, un cadeau de Noël. Et maintenant, on trouve normal de donner des oranges quand on veut et où on veut. Mais pourtant, on n'a pas plus de mérite que nos grands-parents. Non. Donc nous aussi, nous avons sans le mériter, hérité des biens. Mais il y a une dissymétrie entre les deux choses, c'est qu'on devrait pardonner aux riches d'être riches, même sans l'avoir mérité, dès lors qu'on comprend que c'est la condition pour que nous, on trouve sur le marché des choses moins chères. Oui. Mais l'envie fait que... Voilà, vous avez des développements sur l'envie. Oui, c'est encore un autre livre tout à fait passionnant d'Helmut Schock, qui m'a beaucoup inspiré. Et en tout cas, à partir du moment où vous avez cette envie, il est très facile pour les hommes politiques de désigner des boucs émissaires, de Madame Bettencourt, ou même de Depardieu. Pourtant, Dieu sait qu'il avait un capital de sympathie dans le peuple. Mais à côté de ça, on rend un hommage militaire, s'il vous plaît, dans la Cour des Invalides, à ce brave Aznavour, qui est exilé fiscal depuis 40 ans. Bon, je l'ignorais et je ne lui en veux pas. Mais je n'en veux pas non plus. Mais bon, il faut que les hommes politiques soient cohérents. Simplement, ce mécanisme de bouc émissaire, ça implique simplement que des gens commettent ce crime. Car tout à l'heure, je parlais de mutilation. Si c'est une mutilation, c'est un crime. Sans avoir le sentiment de commettre une violence.
Mais simplement parce que tout le monde dit, c'est une idéologie fait trouver normal que, et puis tout le monde répète, et du coup, je suis aussi innocent que l'homme du Moyen-Orient qui lapide une femme. Vous savez, la lapidation, c'est un procédé qui permet de faire en sorte que personne ne se sente coupable, puisque tout le monde a envoyé la pierre en même temps. Alors, Philippe Nemo, on n'a pas excusé, bien sûr, la substance de votre livre, notamment les propositions de fiscalité juste. J'avais évoqué les 2 chambres. Oui. Une pour les dépenses, une pour les recettes. Ça, c'est une idée de Hayek. Qui est une idée de Hayek, en effet. Oui. Voulez-vous que nous conclusions sur une petite histoire d'un petit garçon qui demande à son papa, mais au fond, papa, qu'est-ce que sont les impôts? Et son père lui répond, eh bien, écoute, c'est très simple, fiston. C'est le contraire du bulletin scolaire. Plus je travaille, plus je suis puni. Excellente histoire, oui. C'est une conclusion tout à fait provisoire. Mais fatale pour la France. Ben oui, c'est ça. C'est ça le problème. Eh bien, merci Philippe Nemo. Et merci, chers téléspectateurs. Je vous dis à très bientôt.